Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 3. Amalricus 2, le chemin des enfers, épisode 14. La fraîcheur, qui hier encore était un des atouts du fouille au fort de Joux, était devenue un froid assassin et donc un handicap. Un air glacial et humide montait des profondeurs du puits, traversait la plateforme et agressait sournoisement tous ceux qui y travaillaient. Ici comme ailleurs, le brusque changement de temps alimentait la plupart des conversations, et on attachait plus d'importance aux aléas météorologiques qu'à ces fouilles qui, décidément, ne donnaient rien d'intéressant. Le lieutenant Bruno arriva sur le chantier vers 11 heures. Il était pâle comme la neige qui tombait dehors. Il croisa Parnu dans la cour d'honneur du château. Ce dernier avait naturellement abandonné son short ridicule pour un jean qui masquait mieux ses défauts physiques. « Nief n'est pas là ?» demanda le militaire. « Non » répondit le scientifique. « Il est parti à la gare de Pontarlier chercher le professeur Henriade qui arrive par le TGV de 11h24. » « Il va revenir ici directement ?»« Je ne pense pas, il va sans doute conduire Henriade à son hôtel et faire le point sur l'avancement des fouilles. Savez-vous » Bruno n'eut pas le temps de finir sa phrase. Il vit une ombre glisser sur la muraille à laquelle Parnu tournait le dos. « Qui c'est ce Gugus ?» s'exclama le militaire en pointant son doigt à l'endroit où l'ombre venait de disparaître. Parnu se retourna, leva les yeux mais ne vit rien. « Pardon ?» s'étonna-t-il. Ce n'est pas grave, à tout à l'heure. » Bruno monta 4 à 4 les escaliers qui permettaient d'accéder à la muraille. Il franchit une porte, remonta quelques marches et se trouva sur une petite plateforme avec, face à lui, la partie médiévale du château. La tour Gramont à sa gauche et, à sa droite, un peu plus loin, une échauguette à côté de laquelle il avait vu l'étrange visiteur. Il fut troublé par le fait qu'aucune trace de pas ne souillait la neige et pensa une seconde qu'il avait rêvé. Puis, il voulut tout de même en avoir le cœur net. Il traversa l'étendue blanche jusqu'à l'échauguette et regarda la cour d'honneur 10 mètres plus bas. Celle-ci était désormais vide. Bruno se retourna, regarda autour de lui. Il avait du mal voir. Il fit quelques pas pour regagner la cour d'honneur, mais il s'interrompit net en entendant une voix dans son dos. Surpris, il fit volte-face. Il aperçut 2 personnes en uniforme appuyées contre l'échauguette à côté de laquelle il se tenait quelques secondes plus tôt. Bruno était militaire et n'eut aucun mal à reconnaître des uniformes de l'armée française du début du XXe siècle. Mais c'est seulement la première surprise passée qu'il se rendit compte qu'il faisait nuit. Les 2 soldats parlaient de leur conquête féminine. Avant même que Bruno ne réagisse, le plus vieux des 2 tapa amicalement sur l'épaule de son collègue et s'éloigna en sifflotant. Le temps que le lieutenant reprenne ses esprits, ce dernier avait disparu à l'angle du mur. Bruno s'avança vers le militaire restant qui lui tournait le dos et ne l'avait pas remarqué. Il voulut lui parler, mais il sentit qu'il perdait le contrôle de ses actes. Il vit sa main droite se lever sans qu'il l'ait voulu. Elle tenait un couteau dont il ignorait la provenance. Sa main gauche saisit la gorge du militaire et sa droite la lui trancha sans autre forme de procès. Le sang éclaboussa la neige et le visage de Bruno. Il poussa un cri qui le réveilla. Les volets étaient fermés, la chambre était sombre et Bruno, nu dans son lit, était en sueur. « Mon Dieu, quel cauchemar !» pensa-t-il. Il regarda le radio-réveil qui indiquait 10 heures. « Bon sang !» Il se leva d'un bond et ouvrit les volets. Premier choc, il avait neigé comme dans son rêve. Il ressentit un étrange malaise. Plus tard, après avoir appris ce qui s'était passé par la presse et lu différentes explications des météorologues, il pensa à une coïncidence. Vers 11 heures, il arriva au fort. Dans la cour d'honneur, il croisa Parnu, qui avait abandonné son short pour un jean qui cachait mieux ses défauts physiques. Second choc. Le malaise s'installa de nouveau. Le lieutenant demanda si Nief était là, et Parnu répondit qu'il était à la gare. 2 gouttes de sueur parcoururent la colonne vertébrale de Bruno. Il laissa un silence et hésita quelques secondes avant de lever les yeux vers la muraille. Et quand il osa enfin, il ne vit rien. Ce fut un soulagement. Il décida quand même de monter vers l'échauguette et s'excusa auprès de Parnu. La neige n'avait pas été souillée, et en se penchant vers la cour d'honneur, il vit Parnu qui se dirigeait vers la sortie du château. Ce fut un nouveau soulagement. Il se retourna et commença à marcher en fermant les yeux et en croisant les doigts pour n'entendre aucune voix. Il n'entendit rien. Un large sourire se dessina sur son visage avant même qu'il ne rouvre les yeux. Ses doigts se décroisèrent et ses poings se serrèrent dans un geste de victoire. Tout cela n'avait été que l'enfant illégitime d'un rêve et de quelques coïncidences. Bruno, malgré une grande fatigue, se sentit d'un secours très léger.
Il se retourna comme pour saluer les Shoggoths et vit dans la neige les taches de sang. Jamais un sourire n'avait disparu aussi vite. Paul n'était plus sur la défensive. Le temps que Rouac avait consacré à l'endormir en lui contant sa propre légende avait donné naissance à une voix royale dans l'esprit de l'Odesse. Voix que le vieux loup pouvait désormais parcourir sans aucun problème pour y trouver les informations qui l'intéressaient. Il décida cependant de poursuivre encore son récit pour parfaire son travail. Amalricus est demeuré avec moi plusieurs saisons. C'était un élève remarquable, et l'assemblée où il fut reconnu Romac arriva rapidement. Il y avait bien longtemps que personne n'avait rejoint notre groupe, mais je décidai, comme par le passé, de trouver un compagnon pour notre nouveau frère. Un grand loup gris venu des confins des plaines du Nord, là où la neige fait toute l'année office d'herbe, et qui se prénommait Nilius, se proposa. Une cérémonie rituelle scella leur pacte. Nous ne demandâmes pas à Maldricus de créer son lien de suite. Il était encore jeune et avait largement le temps d'en choisir un plus tard. Il n'avait pas l'intention non plus de rentrer sur ses terres. Mais Fourguine, venu assister à l'assemblée, lui rapporta que son père était gravement malade. Une idée naquit dans l'esprit d'Amalricus. S'il devenait le seigneur de Joux, il pourrait accorder à tous ses nouveaux frères Romac un asile sûr. Comme il était né quelques minutes avant son frère jumeau, c'était en effet à lui de devenir sire. Nous allions peut-être enfin trouver notre terre promise. Quelque temps après le départ d'Amaldricus, Léé, la louve grise, vint jusqu'à moi en tant que messagère. Notre frère avait hérité des terres qui lui revenaient et nous conviait tous à venir nous y installer. Il nous pria seulement de ne pas nous exposer pour ne pas faire naître la peur parmi ces gens. Les Romacs s'installèrent donc au Mont du Four dans la plus grande discrétion. Malgré nos précautions, la nouvelle de notre présence se répandit rapidement sur les terres de Joux. Bien vite, des légendes coururent à notre propos. Que nous étions les envoyés du diable, que les loups avaient pris possession de cadavres et en avaient fait leurs esclaves. Il devint alors fréquent dans la région, sans d'ailleurs que je sache ce qui avait inspiré cela, d'enterrer les morts avec des roses pour protéger leurs âmes de l'action maléfique des fils du malin que nous étions. Seule la peur assurait notre paix, et la peur était si forte que notre paix était royale. Au début, tout cela nous amusa, puis cela nous inquiéta. J'avais la désagréable sensation que notre histoire se répétait et qu'un nouveau massacre des nôtres n'était pas à exclure. Je fis part de mes craintes à l'auteur. Ce dernier partageait mon opinion. Aussi, nous décidâmes d'en parler avec Amalricus. « Mais que craignez-vous donc » s'étonna le sire. « Je suis là et jamais personne sur ces terres de Joux n'osera me défier. »« Nous avons totalement confiance en toi, mon frère, » répondit l'auteur. « Mais tu n'es pas le seul en ces terres, et ces hommes qui se disent porteurs de ton Dieu sont puissants et grandement écoutés par ici. S'ils veulent s'en prendre à nous, même toi, tu ne pourras rien. L'Église a bien d'autres affaires à régler avant de s'intéresser aux ermites du Mont du Four. Mais les paysans commencent à jaser, à montrer nos frères du doigt. À qui la faute? Certains d'entre vous n'ont pas été assez prudents. Étiez-vous obligés de vous promener avec vos compagnons? Tu sais fort bien que le loup est plus qu'un compagnon, c'est la moitié du Romac. Pourtant, toi, l'auteur, tu n'en as point, et de fait tu étais plus discret et fort bien accepté. Ma situation est particulière, je considère Rouac comme mon doublet. Et vous n'êtes pas toujours collés l'un à l'autre. Si moi je peux me le permettre sans trop de risques, c'est que je suis le seigneur, mais les autres se devaient à plus de discrétion. Très vite, la conversation s'envenima, et c'est finalement furieux, après l'auteur, qu'Amalricus nous quitta. Tout cela finira mal, me confia l'auteur. Ces craintes se vérifièrent avant la lune suivante. En arrivant au Mont du Four ce matin-là, après avoir passé la nuit avec la meute, je ne trouvai qu'une mer de sang sur laquelle flottaient des corps mutilés. Tous les Romacs avaient été massacrés. Les agresseurs savaient parfaitement ce qu'ils avaient à faire. En effet, je trouvai la statue qui nous servait à tous de lien fracassée par terre dans la maison commune. J'entendis des cris sortant de la forêt, et je vis arriver une louve grise que je reconnus immédiatement. Il s'agissait de Lei, la louve de Fourguine. Elle était seule, blessée, et poursuivie par une troupe de cavaliers. Très vite, ils l'acculèrent à un rocher, et leur intention visiblement était agressive. Il me fallut 3 bonds pour me mêler de la partie, et, avec la haie, nous mîmes rapidement les 3 cavaliers KO. J'allais attaquer le 4e lorsque je sentis un danger derrière moi. À peine le temps de faire volte-face que je vis un autre cavalier se jeter sur moi à l'épée levée. J'esquivai de justesse sa lame, et c'est seulement à ce moment où cette dernière se figea dans le sol que je relevai la tête et me rendis compte que mon agresseur n'était autre qu'Amalricus. Nos regards n'eurent même pas le temps de se croiser. J'aurais pu bondir et le tuer,
mais j'étais pétrifié, et se redressa sur son cheval et donna l'ordre aux autres combattants de battre en retraite. À peine les agresseurs survivants avaient-ils été engloutis par la forêt que je m'aperçus que Leigh rendait son dernier souffle. Après avoir jeté un ultime regard sur le massacre pour le graver à tout jamais dans mon esprit comme une nouvelle blessure incurable, je regagnai la forêt et la meute. Il ne restait plus de Romac, si ce n'est l'auteur qui n'était pas parmi les morts, et Amalricus qui nous avait trahis. Dans les jours qui suivirent, de grandes chasses aux loups furent organisées par ce dernier. Je pris donc avec la meute la décision de quitter cette région qui nous était devenue hostile et Rouac se tut. Il leva la tête, quelques flocons virevoltaient, ce qui, dans cet endroit, paraissait des plus étranges. Rouac parut troublé. « Ça y est, les portes, elles vont s'ouvrir. »« Quoi » demanda Paul. « Ce que les vôtres appellent les portes de l'enfer. Je n'ai plus beaucoup de temps, et surtout plus celui de vous ménager. Regardez-moi. » Paul fixa le regard du loup qui parut soudain devenir infini. Le Dès avait l'impression de plonger littéralement dans les yeux verts de l'animal. Il était encerclé, puis il eut une traînée noire venue de nulle part, et une douleur insupportable qui lui déchira le crâne. La neige qui tombait en flocons épais rendait la route glissante et empêchait de voir au-delà du capot. La voiture semblait avancer que sur la moitié des pistons et tout sautait tous les 100 mètres. « Saleté de bagnole !» laissa échapper Nief dans un râle d'énervement. « Ce n'est pas grave !» poursuivit Auréade sur un ton apaisant mais un peu inquiet. « Nous ne sommes pas pressés. »« Certes, mais j'en ai marre. Je dois être maudit. Chaque fois que je loue une voiture, j'ai des ennuis. » Il saisit un chiffon posé sur le tableau de bord et tout en conduisant, il essuya le pare-brise sur lequel s'était formée de la buée. Et en plus, quel sale temps! Vous avez déjà eu ça, vous, au mois de juillet? Non, mais ils ont dit ce matin à la radio que c'était un phénomène très rare, mais normal. Bah voyons, ils n'en sont pas un mensonge près. Bon, vous savez, le mauvais temps sur toute l'Europe, hein. Oui, mais il y a que dans cette maudite région qu'il neige. Nous étions au début d'après-midi, mais le ciel incroyablement bas faisait régner une demi-pénombre sur tous les environs. La Clio avançait au pas, les phares allumés et les essuie-glaces à la vitesse maximum. Après avoir récupéré le professeur Auréade à la gare, l'avoir installé dans son hôtel, lui avoir fait part des découvertes faites à Joux et pris avec lui un copieux déjeuner, Nief l'emmenait maintenant sur les lieux même des fouilles au fort. 3 minutes après avoir quitté Pontarlier, à la sortie d'un virage, ils purent deviner au loin, semblant prisonnier juste à mi-chemin entre le ciel et la terre, la toiture couverte de neige, le château de Joux. Auréade demeura béat, tandis que Nief, concentré sur la route et toujours armé de son chiffon, continuait à bougonner. Après ce que vous m'avez raconté, reprit Auréade sans quitter le château des yeux, je ne suis pas certain de vouloir me rendre là-bas. Vous avez pourtant été très sceptique vis-à-vis de mon récit. Comprenez que ma rigueur scientifique s'accorde bien à mal des légendes que vous m'avez fait part, et ma présence ici n'est en fait motivée que par l'intérêt que je porte aux découvertes que vous avez faites dans les ruines de cet étrange tombeau. Nief ne put retenir un sourire. Il posa son chiffon, rétrograda car une fois de plus la voiture venait de tout sauter, et en regardant alternativement la route et son interlocuteur, poursuivit. Vous avez le temps de changer d'avis, faites-moi confiance. Oh, je n'en doute pas. D'ailleurs, les dernières recherches que j'ai faites m'obligent à vous rejoindre plus ou moins. La voiture venait de quitter la RN57, en plein milieu du village de la Cluse, pour prendre la petite route encore plus mal déneigée qui montait au fort de Joux. Elle traversa un passage à niveau et, pour détendre un peu l'atmosphère, Nief expliqua que c'était sur cette voie, à peine plus loin, juste au pied du fort, qu'avait été tourné le film Le Crime de l'Orient Express avec Sean Connery. Décidément, cette région est prédisposée au crime, fit pour tout commentaire Auréade. La Clio s'engagea sur une pente assez raide qui montait jusqu'au fort, en quelques lacets. Elle toussota en bas, comme si l'épreuve lui faisait peur. Elle toussota au premier virage, comme pour avertir que c'en était trop, et elle s'arrêta définitivement au second, laissant monter du capot une épaisse volute noire, comme un ultime soupir. David Nief pesta, mais cela laissa le moteur totalement indifférent, et il refusa de redémarrer. Les deux scientifiques quittèrent donc le véhicule et poursuivirent la route à pied. Le professeur Auréade, qui était plus âgé, avait bien plus de mal que Nief. La neige froide et humide s'immisçait dans ses chaussures de ville et lui donnait la désagréable sensation d'être en train de prendre un bain de pied en Antarctique. Bien vite, Nief prit une dizaine de mètres d'avance et Auréade s'essouffla. David finit par s'arrêter et revint sur ses pas. « C'est encore loin ?» demanda Auréade. « Après le prochain virage, on devrait voir les premières fortifications. Voulez-vous que je vous aide ?»« Non, je vous remercie, ça devrait aller, mais vous me ferez penser à insulter celui qui vous a loué votre tas de boue. » Dans le taillis qui bordait la route, il y eut soudain un mouvement.
Un jeune chamois déboucha et se trouva nez à nez avec les deux hommes. Il eut une seconde d'hésitation, puis reprit sa course en direction du château avant de disparaître dans le sous-bois qui bordait le virage suivant. Les deux scientifiques n'eurent pas le temps d'y réagir que, du même taillis, jaillit un cri. « Taillot !» Trois hommes vêtus bizarrement et tenant en laisse trois chiens à l'allure et à la dentition impressionnante jaillirent à leur tour du bosquet en courant. Ils ne prêtèrent aucune attention ni à Nief ni à Oréade et prirent la même direction que le chamois. Puis 4 cavaliers apparurent à leur tour. Ils prenaient toute la route et l'un d'eux bouscula Oréade qui tomba à la renverse. Le cheval se cabra avant que son cavalier ne le calme. L'animal retomba sur ses 4 pattes sans blesser personne, ce qui fut un exploit. Le cavalier, furieux, marmonna quelque chose dans une langue que Nief ne comprit pas, puis s'éloigna rejoindre les autres qui disparaissaient déjà dans la forêt. Outré, Oréade s'était relevé en brandissant le poing et en criant des noms d'oiseaux en direction de la forêt. Nief était demeuré songeur et un peu en retrait. Ne quittant pas sa colère, Oréade lui demanda « Ils sont tous comme cela ici ?»« Vous n'avez rien remarqué ?» répondit David. « Remarquez quoi ?»« Leurs habits, leur façon de parler. » Oréade se contenta d'une moue dubitative. Nief, gardant son calme, désigna le sol de l'index, à l'endroit précis où étaient passés les cavaliers. Et ça, vous le remarquez ? La neige totalement vierge n'avait gardé aucune trace du passage de ces derniers. Taloa savait pertinemment qu'il était sur une piste. Tout juste avait-il un doute quant à savoir où elle le mènerait. Qu'importe, tout ce qui pouvait l'aider à comprendre ce qui était arrivé à Jacques Rosen l'intéressait. Ce matin-là, donc, il avait plongé une nouvelle fois dans les différents dossiers qui, pensait-il, pouvaient avoir un lien avec l'affaire. Très vite, par l'effet de différents rapprochements, il avait établi que Nief avait été mêlé au meurtre 2 ans auparavant. Il n'y avait guère de doute sur le fait que le cher David de la lettre de l'Uffrier s'adressait à Nief. La femme de Marley avait expliqué que son mari avait été très marqué par sa rencontre avec un loup et que dans les semaines qui suivirent, il avait eu plusieurs entretiens très longs avec un homme dont la description correspondait à celle de Nief. Il avait toujours refusé de lui en dire davantage, mais par la suite, il avait semblé plus inquiet et sans cesse préoccupé. L'enquête sur la mort de Pascal Moll avait établi que, quelques jours avant son retour dans la région, ce dernier s'était rendu dans le centre de la France, dans une ville où habitait David Nief. Pour Taloa, la coïncidence était impossible, car après avoir étudié le dossier d'autopsie de Moll, il s'était aperçu qu'on avait trouvé dans son organisme une substance inconnue, très proche de celle trouvée par le docteur Fèvre dans le sang de Marley juste après son admission. Certes, tous ces éléments n'accusaient Nief de rien, mais d'une part, ils avaient suffi à convaincre Taloa que le professeur en savait suffisamment pour l'éclairer sur l'étrange contenu des carnets de Rosen, et d'autre part, il les pensait suffisants pour intimider le scientifique et le convaincre de coopérer. À midi, il déjeuna avec Emma dans un restaurant proche du lac et lui fit part de ses dernières découvertes et conclusions. Il n'en tira cependant aucune hypothèse visant à faire un lien avec Rosen, sa mort et ses enquêtes. C'est donc Emma elle-même qui revint à la charge. « Tu refuses toujours d'admettre que nous sommes en présence d'un élément dépassant le cadre rationnel. » Taloa posa la fourchette sur le bord de son assiette. Ses yeux se perdirent quelques secondes dans le vide. Il soupira. « Si tu veux savoir si je crois aux 1000 légendes russes, aux Romaques et aux loups éternels dont parle ton mari dans ses carnets, je dois t'avouer que je ne sais plus trop. Il y a eu tout un tas de meurtres, ces meutes de loups et surtout ton agresseur qui s'est volatilisé presque sous nos yeux. » Il tourna la tête en direction de la fenêtre. La neige tombait toujours. Emma ne dit rien. Elle attendait simplement qu'il poursuive. « Je pense, finit-il par avouer, que ce n'est pas la peine de nier l'évidence. » Il prit sa fourchette et continua à manger. Emma eut un sourire. Cette fois, il était totalement son allié. À suivre.